Bonjour Martin Blachier. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en santé publique, épidémiologiste. Depuis 1 an et demi, vous commentez la crise du Covid. Et ce matin, le Premier ministre annonce que, on s'y attendait, mais enfin, l'annonce est officielle, une 3e dose de vaccin sera administrée aux personnes les plus âgées de notre société, celles qui sont le plus en danger face au Covid. Et donc ça commencera dans les EHPAD à partir du 12 septembre. Je ne sais pas s'il y a une polémique, mais il peut y avoir dans le monde de la santé des divergences d'appréciation sur la nécessité ou pas d'une 3e dose de vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très très flou ce qu'il y a autour de cette 3e dose de vaccin. D'ailleurs, les différents experts la justifient de façon différente. Certains la justifient par le fait que l'immunité pourrait s'étioler dans le temps. D'autres disent que c'est les derniers résultats sur le fait que les vaccins fonctionneraient moins bien sur la transmission avec ce variant Delta qui justifierait une 3e dose. Aux États-Unis, ils disent on n'a pas suffisamment de données, on attend les nouvelles données qui vont tomber la semaine prochaine pour décider. Il semble qu'en France, on ait envie d'aller très très vite vers cette 3e dose. L'avis de la HAS est totalement transparent et pointe d'ailleurs le fait qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On fait du principe de précaution. On décide qu'on va mettre cette 3e dose sans savoir exactement si elle est vraiment nécessaire et sans que les justifications soient très claires. Donc effectivement, il y a un espèce de flou. Je crois que personne ne peut répondre précisément et de façon sûre à 100% à cette question. Et si on réfléchit à l'envers, aucun danger de faire une 3e dose. Ça ne perturbera pas l'organisme, ça n'aura pas d'effet indésirable. Ou est-ce qu'il y a un risque? Il y a peu de chances de le penser, mais je ne connais pas parfaitement toutes les données de safety qu'il y a autour de cette administration de la 3e dose, mais je crois que c'est aussi ça qui fait que certains pays attendent d'avoir un petit peu plus de données. Pour l'instant, l'AMM, elle est uniquement sur 2 doses. Donc l'autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, ce qui se passe au niveau européen. Donc effectivement, sur cette 3e dose, on est dans un flou artistique. Je ne pense pas qu'il y ait de gros sujets de sécurité, mais voilà, je trouve qu'on va très très vite vers cette 3e dose sans qu'on ait la preuve irréfutable que ce soit strictement nécessaire. La France serait le premier pays, l'un des premiers à faire une 3e dose? Non, mais c'est le pays. Israël aussi. Alors Israël, oui, il va. C'est le pays qui y va très très rapidement, et puis qui semble penser que c'est absolument nécessaire. Voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui sera dit finalement sur cette 3e dose, j'attends de voir. C'est en vous écoutant que la question m'est venue à l'esprit. Vous connaissez bien le monde médical. La haute autorité, la haute autorité de santé sont des médecins, ils sont autonomes. Que le pouvoir ait envie d'appliquer un principe de précaution, on le comprend. Pourquoi est-ce que les médecins donnent leur caution scientifique à une démarche politique? Non, mais la HAS ne dit pas qu'il faut absolument faire une 3e dose. Hein. Elle le dit du bout des doigts. Et d'ailleurs, à la fin de l'avis, elle dit qu'il n'y a pas suffisamment de données, que ce sont des éléments vraiment préliminaires et que de toute façon, il faudrait que la Commission, enfin l'agence européenne, se prononce pour cette 3e dose avant que ce soit fait. C'est plus proche de la position américaine, ce que dit la HAS. Le gouvernement est beaucoup plus allant sur cette 3e dose que ce que ne sont les experts scientifiques et la Haute Autorité de Santé. Il a été tellement critiqué, le gouvernement, au début de la campagne de vaccination, ça va trop lentement, que maintenant on va le critiquer en disant ça va trop vite. Non, mais je ne le critique pas, mais c'est vrai qu'il y a une différence de ton entre le gouvernement et les experts sur cette 3e dose. Je ne sais pas si vous avez une réponse à la question, ça risque d'aviver le débat, les vaccinos-sceptiques risquent de puiser des arguments dans cette précipitation, nourrir le complotisme, c'est pour avantager les laboratoires, pour faire du business. Oui, c'est ce qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre, c'est effectivement que les laboratoires ont envie de vendre le maximum de doses, ce qui est vrai. Ce qui est pas faux. Il faut se mettre à la place de ces laboratoires. Non seulement ils augmentent le prix de leurs vaccins, et en plus ils poussent pour des doses supplémentaires. Je pense effectivement que cette histoire de 3e dose a beaucoup été poussée par les gens qui sont les industriels du vaccin. Je pense que les gouvernements suivent un petit peu là-dessus, donc c'est un débat qui peut avoir lieu. Après, je ne sais pas quelle place ça va avoir dans le débat anti-vax. On va suivre ça. On peut faire le constat tout de même que la France fait partie des pays aujourd'hui qui ont le plus vacciné sa population. 42 millions de personnes sont totalement vaccinées. La couverture vaccinale a dépassé les 70%. C'est quand même pas mal. Non, mais l'intervention d'Emmanuel Macron mi-juillet, je pense que ce sera le point culminant de son premier quinquennat, s'il y en a un deuxième, et de son quinquennat unique s'il n'y en a pas. Il a sauvé des dizaines de milliers de vies, il faut dire les choses. La vaccination était mal engagée au début de l'été, et aujourd'hui, si on fait les calculs, on serait dans une situation qui serait vraiment très difficile, pire que lors de la première vague, s'il n'avait pas pris la parole à ce moment-là. Donc je pense que c'est ce qu'il a fait de plus important. Ça a eu un effet considérable sur la vaccination. Et c'est accéléré. Ça s'est accéléré. Alors là, il semble que l'effet de ces annonces
soit en train d'arriver à sa fin. Donc il va falloir gérer, peut-être qu'on en parlera, la suite et la sortie de cette épidémie. Mais en tout cas, sur cette phase-là, il a été très très bon. La manière dont il a annoncé les choses a créé un effet incitatif extrêmement fort. Ça a sauvé des dizaines de milliers de vies. Aujourd'hui, la rentrée est ce qu'elle est parce qu'Emmanuel Macron a pris la parole mi-juillet, c'est indéniable. Votre formule, la sortie de l'épidémie, suggère que... On vous demande de préciser votre idée. On peut sortir de l'épidémie ? C'est le vrai problème aujourd'hui, en fait. C'est qu'on a l'impression que le gouvernement et même les scientifiques n'ont pas de stratégie de sortie de crise. Il en existe une ? Mais oui, il en existe une. Aujourd'hui, on a un vaccin qui protège quasiment à 100% de l'hospitalisation. Oui. On a une immunité qui semble durer dans le temps. On n'a aucune raison de penser qu'on ne puisse pas sortir de cette épidémie si toute la population adulte est vaccinée. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant qu'on a 15% de gens qui ne sont pas vaccinés, on fait comme si la vie était normale, mais la vie est loin d'être normale. On a le pass sanitaire dans beaucoup d'endroits, les enfants sont masqués à l'école, on a des protocoles dans les entreprises. On ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions encore longtemps. Donc il faut que le président de la République et le gouvernement nous proposent une stratégie de sortie de crise. Il y en a deux, très précisément, deux extrêmes. On vous écoute. C'est soit on oblige, c'est-à-dire qu'on décide que tout le monde doit être vacciné dans la population adulte, parce que de toute façon, on n'aura pas l'immunité collective, vu les dernières données qu'on a sur la transmission avec les vaccins. Soit on lâche prise, et à ce moment-là, on considère que les 15% de personnes qui ne sont pas vaccinées ne se vaccineront pas. Peut-être qu'ils iront à l'hôpital, mais quelque part, c'est leur responsabilité individuelle. Il y aura peut-être une pression sur l'hôpital, mais ces gens-là, finalement, vont s'immuniser de façon naturelle, et on sort de la crise comme ça. Mais il y a deux options, on oblige ou on lâche prise. Il faut que le gouvernement se positionne. Il ne faut surtout pas penser qu'on va maintenir cette espèce de vie bémol qui est avec le pass sanitaire, le masque. C'est très gênant, le pass sanitaire ? Le pass sanitaire, c'est très gênant. Tous les pays, ça a eu un impact sur l'économie. On a forcément en France, on n'a pas les chiffres, mais c'est certain que ça en a un. L'économie a plutôt redémarré. Non, mais ça a un impact sur les endroits où le pass sanitaire est mis en application. C'est évident que ça a un impact sur les bars, sur les restaurants, sur toutes les festivités. On ne peut pas se satisfaire de rester dans cette situation-là. Et les protocoles sanitaires, il va falloir vivre sans protocole sanitaire. Ce que j'appelle la sortie de crise. On peut le faire d'ici la fin de l'année. Comment on retrouve une vie normale d'ici la fin de l'année ? Il faut que le gouvernement nous fasse une feuille de route pour ça. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a des micro-mesures. Il faut dézoomer. Comment on en sort ? Il a très très bien géré cet été. On a évité la catastrophe là. Maintenant, il faut qu'on sorte de tout ça. Comment on le fait ? Alors, on va sortir un peu de la santé pour aller dans la politique. On est à la limite et à la frontière. La vaccination obligatoire, c'est un vœu pieux en quelque sorte, comme piste de sortie, parce qu'on n'assoit pas quelqu'un sur un fauteuil pour le piquer. Donc on lui met des amendes, mais c'est très difficile parce que ça peut toucher des populations qui ont des difficultés financières. Et puis il n'y a pas de prison possible pour quelqu'un qui n'est pas, bien sûr, qui ne veut pas se faire vacciner. C'est très difficile d'appliquer la vaccination obligatoire. Non, mais la vaccination obligatoire, c'est effectivement la sanction qu'on met en face le fait de ne pas être vacciné. Mais je pense que moi, ça doit être une sanction qui est financière. Il y a une sanction financière collective du fait d'être dans ce monde sous Covid. Donc les gens qui refusent de se vacciner, c'est eux qui sont finalement aujourd'hui responsables du fait qu'on n'en sorte pas. Donc à ce moment-là, on décide de leur mettre une amende et évidemment, ça va encore pousser la vaccination. Et c'est ce qui est en train d'être discuté dans tous les pays. Aux États-Unis, Joe Biden pousse tous les gouverneurs pour la vaccination obligatoire. Il y a plein de professions qui sont concernées et les employeurs ont le droit d'exiger que leurs salariés soient vaccinés pour qu'ils puissent travailler dans leur entreprise. Donc c'est une forme de vaccination obligatoire. C'est en train d'être discuté aussi en Australie. Donc c'est la prochaine phase. C'est discuté, mais c'est pas appliqué. Aucun pays aujourd'hui n'applique la vaccination. Je vous dis, aux États-Unis, c'est appliqué d'une certaine manière, puisque les employeurs peuvent le faire et qu'il y a plein de corps de métier fédéraux qui sont obligés d'être vaccinés. On peut dire qu'en France aussi, la vaccination, à défaut d'être obligatoire, est très fortement suggérée. Le pass sanitaire est une incitation à la vaccination, même dans le secteur privé. On va juste évoquer après les soignants. Dans le secteur privé, le contrat de travail peut être suspendu pour des personnes qui sont en contact avec le public. Donc on n'est pas loin quand même de l'idée de la vaccination c'est ça qu'il va falloir faire, c'est de dire à quel... Mais en fait, ce qui est important, c'est la date à laquelle on arrête tout ça. Donc que ce soit... Et après, on décide les mesures qu'on met en face. Mais il faut savoir qu'il y a une date. C'est ce qu'ont fait l'Angleterre, c'est ce qu'a fait le Danemark. À quel moment on retrouve la vie normale ? Il ne faut surtout pas laisser les discours, genre ça va durer encore 3-4 ans, on va vivre avec ces mesures. Non, la population française ne doit pas accepter de vivre comme ça encore longtemps, plus longtemps que la fin de l'année. Pour moi, 2022, ça doit être Covid-free. Et maintenant, il faut décider la stratégie qu'on fait pour en sortir. Pourquoi vous le dites comme ça ?
Quelle est votre motivation quand vous dites ça? Là, c'est pas l'expert en santé publique qui dit ça, c'est presque le citoyen qui dit ça. Mais c'est citoyen, mais c'est ce que moi, mon métier, c'est de faire des projections. Donc je vois ce qui peut arriver d'ici la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année, il y a deux manières que ça se termine. C'est soit on pousse la vaccination jusqu'à 100%, soit on laisse une vague d'épidémie qui va finir en quelque sorte. Donc je sais que la fin de l'épidémie est proche. Mais le politique doit se rendre compte qu'il a un choix à faire. Donc c'est comme je dis, soit il lâche prise, soit il oblige à quel niveau de ce gradient il se positionne. Et il faut que les Français... En fait, c'est bien d'anticiper. Je trouve qu'on est meilleur quand on anticipe un petit peu. Il faut que les Français comprennent qu'on est dans cette phase-là et aussi l'opinion publique se détermine sur ce gradient-là. Imaginons que nous sortions de la crise et retrouvions une vie normale. Des étapes de vaccination régulières nous attendent. Il faudra se faire vacciner chaque année ou quelque chose de ce registre. Encore une fois, c'est pas si évident parce que je vous dis, la justification pour faire des rappels vaccinaux aujourd'hui, elle n'est pas claire. Moi, je pense que vacciner avec des rappels en permanence juste pour éviter la transmission virale, c'est stupide. Dans ce cas-là, laissons le virus circuler et l'immunité naturelle va le faire, cette espèce de rappel. C'est-à-dire qu'on va vivre avec le virus, s'immuniser en permanence et on va éviter les hospitalisations grâce à cette première couche d'immunité vaccinale. Après, si c'est parce qu'on a un risque d'hospitalisation chez les populations vulnérables 6 mois, 1 an après la dernière vaccination, à ce moment-là, ça justifie. Mais aujourd'hui, c'est pas clair du tout. Donc, je peux absolument pas dire si on va avoir des rappels réguliers ou si finalement cette histoire de rappel va disparaître parce qu'on va se rendre compte que c'est pas la bonne stratégie. Aux dernières nouvelles, pas de nouveaux variants? On est Delta, il y a toujours de nouveaux variants. Ouais. Il y a toujours de nouveaux variants qui naissent ici et là. La grande donnée qu'on a eue cet été, c'est que l'immunité naturelle était meilleure que l'immunité vaccinale et que les réinfections après avoir été infectés par le virus ne sont quasiment inexistantes, quel que soit le variant. Donc il semblerait quand même que l'immunité que vous acquériez avec n'importe quel variant soit très solide sur la totalité des variants. Donc le spectre du variant qui crée un nouveau cycle épidémique, c'est un spectre qui s'éloigne. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et voilà, la communauté scientifique pense plutôt que, effectivement, l'immunité acquise va permettre de lutter contre tous les variants. Rentrée scolaire sans passe sanitaire, dangereux? Ah non, mais moi j'aurais souhaité que la rentrée scolaire soit le plus normale possible. Elle l'est pratiquement, non? Bah non, parce qu'il y a quand même cette histoire de fermeture de classe s'il y a des cas positifs. C'est quand même loin d'être une rentrée normale. Encore une fois, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que ce genre de mesures ont peu d'impact. Hein. Les Américains disent qu'il y a des maladies psychiatriques du Covid maintenant. Enfin, c'est vraiment une réalité. Donc il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Les enfants peuvent transmettre, les enfants ne tombent pas malades. Contrairement à ce qu'on a pu entendre cet été, il n'y a pas de phénomène pédiatrique Covid aujourd'hui en France ni en Europe. Donc ça, il faut le répéter aussi. Il n'y a pas de risque pour les enfants. Les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. On l'a eu dans la dernière donnée. Donc pourquoi on imposerait aux enfants des conditions drastiques de sécurité, sachant que les personnes vaccinées peuvent vivre sans masque dans les endroits où il n'y a pas de sanitaire et peuvent transmettre. Donc les enfants, je pense qu'il faut desserrer la bride, il faut que les enfants aient une vie quasi normale. Les enfants, on parle en dessous de 12 ans, mais les adolescents, la rentrée scolaire dans les collèges et les lycées sans passe sanitaire, vous le dites, ils diffusent quand même, c'est pas contradictoire avec ce serait catastrophique de mettre un passe sanitaire dans les collèges et les lycées, ça créerait beaucoup plus de mal que ça n'avantagerait pour l'épidémie. Je le répète, de toute façon, cette immunité collective est un spectre lointain. Donc ce qu'il faut, c'est vacciner à 100% la population adulte et laisser les enfants reprendre une vie normale. Ce serait bien que ce soit les premiers à reprendre une vie normale et que nous, on ait une vie normale à partir de début 2022. Vaccination obligatoire chez les soignants? Et puis sinon, des sanctions? Oui, vaccination obligatoire chez les soignants. Ça ne vous embête pas? Cette population que vous connaissez, qui, nous, on découvre ça, est rétive à la vaccination, bon, il faut l'obliger à se faire vacciner. Moi, je pense qu'il faut obliger toute la population adulte à se faire vacciner. Il ne faut pas oublier qu'il y a 85% de la population adulte qui est vaccinée, donc il faut aller jusqu'à 100%. Que ce soit les soignants, on peut le comprendre, mais il faut que ce soit très rapidement le reste de la population. Et on a toujours beaucoup de réticences à l'hôpital, pour ce que vous en savez? Il y a certains, c'est toujours pareil. On a finalement, je pense, vacciné tous les gens qui étaient sceptiques et maintenant on a les résistants. Donc il faut savoir comment on gère ces résistants. Bon, visiblement, la position du gouvernement est claire, c'est que les gens qui sont résistants à la vaccination seront écartés du secteur de la santé. Et ça risque quand même de causer beaucoup de dégâts à l'hôpital, mais... Ça n'a pas causé beaucoup de dégâts dans les autres pays. En Italie, par exemple, ça a concerné une partie infime des soignants. Je pense qu'en France, on devrait avoir le même phénomène in fine, même si les quelques personnes résistantes vont faire beaucoup de bruit. Votre raisonnement général, c'est qu'on est arrivé un peu au bout de la phase la plus aiguë de l'épidémie. Oui, on est sur la phase de sortie de crise. Je ne pense pas que cette épidémie va s'allonger sur les prochaines années. Je pense qu'on va en sortir d'ici la fin de l'année. Maintenant, il faut qu'on sache précisément comment et qu'on anticipe la suite, car ce n'est pas un phénomène Covid qui va durer, je pense, encore 5 à 10 ans, comme certaines personnes peuvent le dire. On couple le vaccin contre le Covid avec la grippe ou pas ? Oui, c'est une très bonne chose. On pourrait aussi d'ailleurs le coupler avec le vaccin contre le pneumocoque. Je rappelle que dans tous les pays d'Europe,
le vaccin contre le pneumocoque est obligatoire, enfin est recommandé chez les gens de plus de 65 ans. On est un des derniers pays d'Europe qui ne le met pas en application. Il faut que les gens d'un certain âge prennent l'habitude de se protéger. Il faut que cette crise Covid ait ancré un peu cette habitude. Donc oui, grippe et pourquoi pas pneumocoque. Ça n'était pas son but, mais ce vaccin a aussi révélé, comment dirais-je, notre capacité à débattre et à imaginer des histoires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'éviction du professeur, de l'éviction ou de la mise à la retraite du professeur Raoult à Marseille? Elle était inévitable. Elle était inévitable. Moi, j'avais anticipé que par mesure d'âge ou par la faute de son comportement? Comment vous pouvez laisser quelqu'un qui a eu ce comportement à la tête d'un grand institut voilà, il faut que ce soit quelqu'un d'irréprochable sur le plan scientifique. Clairement, ça n'a pas été le cas. Le professeur Raoult est complètement sorti de son rôle. Il a voulu prendre une position politique. On ne peut pas imaginer qu'il reste en poste. Et à un moment, il faut être clair. Sinon, on laisse la place au doute. Et je pense qu'il faut couper cette histoire, voilà, toute cette polémique qu'il y a eu. Et moi, je trouve ça tout à fait normal. Qu'il soit devenu un symbole de quelque chose, d'une résistance, un Gaulois avec des longs cheveux qui résiste contre le capitalisme. Je ne sais pas trop ce que les gens ont fait. Je ne sais pas, il faut demander à des communicants qu'est-ce qui a fait le phénomène Raoult. Je pense qu'effectivement, c'est le personnage, le côté ville de Marseille contre le reste de la France aussi, je pense. Et puis, c'est toujours, vous savez, les gens préfèrent les belles histoires magiques que la science, qui est toujours un petit peu brute. Donc il faut se méfier, c'est quelque chose qui varie dans l'année, c'est alimenté en plus par les réseaux sociaux. Les gens veulent des belles histoires, et quand il y a quelqu'un qui leur raconte des belles histoires, ils adhèrent, et ils préfèrent ça plutôt que parfois la vérité un peu sèche et crue des scientifiques qui disent les choses de façon un peu carrée.